Ce diagnostic, il est fortement lié en fait au contexte spécifique de notre entreprise, puisqu'on travaille dans une entreprise qui, dans notre domaine en tout cas, est assez ancienne, avec un fort enracinement local. On a des contraintes réglementaires qui sont très fortes. Et le fait marquant, c'est surtout le fait qu'on est dans une activité qui se termine à court terme, dans 3 ans. Autre fait marquant, c'est le fait que l'on a transféré récemment une partie de nos activités sur la plateforme de LAC où je travaille à une autre société. Et puis également avoir en tête qu'il y avait eu précédemment un autre programme comportemental qui avait été initié chez nous, qui avait impliqué un grand nombre de personnes, mais qui avait débouché sur un nombre finalement limité de propositions et qui n'avait jamais été mis en œuvre. Donc tout cela fait qu'en fait on était dans un climat, on va dire, social un peu délicat, un peu difficile, avec des gens qui s'interrogent beaucoup sur leur avenir, qui ont des inquiétudes. Et donc, malgré tout, il nous faut maintenir un haut degré de sécurité, aussi bien pour les installations et pour les personnes. Donc l'enjeu pour nous, c'était de maîtriser nos risques dans un contexte d'arrêt d'exploitation. Donc le fait de mettre en place un programme culture sécurité, il avait en fait un double objectif. D'une part, évidemment, par la force de la méthode, identifier on va dire, et quantifier notre culture sécurité en termes de points forts et de points faibles localement, compte tenu de notre contexte spécifique. Mais en fait, il y avait une dimension plus, je pense, psychologique, puisque comme c'est un programme d'envergure, on implique un grand nombre de personnes. On avait chez nous 550 personnes concernées. C'est une façon d'impliquer l'ensemble du personnel et de les motiver tous ensemble dans un programme qui fédère finalement, pour maintenir les efforts de chacun jusqu'au bout en matière de sécurité. Par la force de la méthode qui s'appuie sur un raisonnement statistique, finalement, on peut en tirer les points forts, on va dire, et les points faibles en matière de sécurité. Mais moi, je pense que les faits marquants, c'est plutôt que ça a permis de casser certaines idées reçues. J'en ai notamment 2 en tête. À la base, le problème qui se présentait chez nous, c'était de penser qu'il y avait un problème comportemental. Le comportement, on va dire, des employés, sous-entendu bien souvent le mauvais comportement des employés. Et on se rend compte en mettant en place le processus et le diagnostic que le problème est plutôt d'ordre évidemment organisationnel et managérial. Une autre idée reçue qu'on avait, c'était de penser qu'il pouvait y avoir des différences majeures de culture sécurité entre différentes populations, comme par exemple les populations de personnel organique à la société et le personnel d'entreprises sous-traitantes. Et on se rend compte au vu des résultats, d'un point de vue global, que les résultats sont très voisins entre les 2 populations. C'était la même chose par exemple en matière d'ancienneté des employés de la société. On entendait souvent dire les plus anciens sont plutôt comme ci, les plus jeunes sont plutôt comme ça. Et au final, dans l'ensemble, sur les résultats, il n'y avait pas d'écart significatif entre ces populations. Et à contrario, ça nous a mis en évidence des différences importantes de culture sécurité ou de perception de la sécurité de manière générale sur certaines catégories de personnes et d'entités, et en particulier chez nous, les différences entre nos sites géographiques et les différences entre nos différents métiers ou activités. Et donc la conclusion, c'est que même si on a déployé un programme, disons un plan d'action culture sécurité générale, ce plan d'action peut ponctuellement ne pas être aussi pertinent que cela pour telle et telle entité, puisqu'on peut découvrir que certains points faibles de l'entreprise peuvent localement s'avérer être des points forts dans certaines entités. Bon, à la base, évidemment, les actions, je pense, comme l'ensemble des gens qui font ce genre de démarche, sont issues des points faibles identifiés par la méthode, le diagnostic, évidemment. Mais il n'y a pas uniquement ça. Nous, on a identifié des actions qui étaient issues de certains résultats qui montraient des différences de perception importantes entre certaines catégories de personnes, et en particulier des différences entre le top management, on va dire, la direction, et les employés. Au-delà de ça, il y avait quand même 2 critères fondamentaux qui ont dicté nos choix d'action. D'abord, on voulait avoir un nombre très limité d'actions. On ne voulait pas créer un plan d'action en X points qui se serait greffé sur les nombreux plans d'action déjà existants chez nous et qui ne sont pas forcément faciles à suivre. Et l'autre critère, c'était le fait que, comme on arrête notre activité à court terme, 3 ans,
il n'était pas réaliste de lancer des actions de fond. Je pense par exemple lancer des programmes de formation pour nos managers pour changer en profondeur les modes de management, ou bien éventuellement essayer de modifier les adhésions à tel type de culture sécurité, en particulier un type de culture sécurité fataliste. Ce genre de choses, on ne pouvait pas le faire. Donc nous, l'idée, c'était d'avoir des actions, on va dire, pragmatiques, pratiques, et surtout réalisables sur le court terme. Et le court terme, pour nous, c'était une échéance de 3 ans. Le plan d'action chez nous, finalement, il se découpe en 4 axes de progrès. Donc c'est une synthèse des points faibles qu'on a retenus. Le premier axe concerne la visibilité du management et l'implication des employés. Et pour citer un exemple d'action sur ce sujet-là, on a refondu complètement notre système de visite des sites par nos top managers. Jusqu'à présent, ce genre de choses se faisait par exemple avec 2 directeurs qui venaient sur un site, rencontraient le responsable, faisaient une sorte d'audit finalement, avec une checklist de ce qui n'allait pas, et puis après on avait un compte-rendu qui se perdait plus ou moins dans la nature. Alors que maintenant, cette action-là se prépare, les directeurs qui viennent sont accompagnés de directeurs d'entreprises intervenantes, on cherche à rencontrer le plus grand nombre de personnes, et on cherche à créer finalement un lieu d'échange pour avoir une remontée d'informations du terrain. Et après, il y a l'aspect communication également. Il peut y avoir un compte-rendu, mais on lui préfère plutôt une espèce de reportage photographique que l'on publie sur notre réseau intranet. L'autre axe, le deuxième axe qu'on a mis en place, c'est le pragmatisme et l'efficacité des actions HSE. Et donc pour citer un exemple, c'est tout simplement le fait d'avoir mis en place un système de remontée d'anomalies sur la base de campagnes thématiques qui touchent les employés et de façon à mettre en place des actions correctives issues de ces anomalies thématiques. Le troisième axe, c'est la maîtrise des risques autour des travaux et des situations dégradées. Et là, sur ce domaine-là, il y a une action principale qui est d'actualité, de mettre à jour ce qu'on appelle la fiche minute, ou fiche analyse de risque de dernière minute, donc la dernière barrière, on va dire, de l'intervenant avant travaux, même s'il y a évidemment permis de travail. Donc un certain nombre de questions fondamentales à se poser avant d'agir et ne pas foncer tête baissée dans un travail qui pourrait s'avérer impossible et voire dangereux. Et le dernier axe, qui est un axe très important chez nous, c'est l'axe hygiène industrielle et santé au poste de travail. Donc là, il y a plusieurs actions, j'en citais 2. Une, c'est on procède à des campagnes de mesure, de dosimétrie, des mesurages avec des badges, etc. Et jusqu'à présent, les résultats étaient communiqués aux managers, aux responsables des entités. On ne maîtrisait pas trop, en fait, après, comment était diffusée l'information. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie directement aux opérateurs, aux personnes concernées, les résultats les concernant. L'autre exemple, c'est qu'on a mis en place un groupe de travail tripartite entre le département HSE, les ressources humaines et la médecine du travail, qui s'est réuni et qui est actif. On s'est réunis déjà une bonne demi-douzaine de fois en l'espace de 9 mois, et qui travaille autour de la problématique de la remontée, l'identification et la communication sur les maladies professionnelles, et notamment la fourniture à tous les employés qui quittent la société des attestations individuelles d'exposition.